Nous avons regardé la série One Piece disponible sur Netflix. Nous allons découvrir en direct nos impressions. C'est le principe du café multiverse et ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue dans cette troisième saison du Café Multiverse où je vous retrouve ce soir avec Greg Dyser et Romuald. Bonsoir Greg. Salut Pierre, salut Romuald, comment allez-vous? Ça va bien et toi Romuald, ça va? Ça va bien, content d'être là. Heureux de vous retrouver donc pour une troisième saison pour parler dans un 81e épisode de One Piece. Je suis perturbé parce que je viens de voir Cowboy Étoile qui arrive dans les commentaires. Ça faisait un bon bout de temps qu'on t'avait pas eu, on t'avait pas eu dans le chat, Cowboy Étoile. Alors, ça fait très très plaisir de te voir de retour parmi nous pour cette troisième saison, sur cette émission de rentrée. On va donc parler de One Piece qui est à la fois un manga, un animé à succès et désormais même une série Netflix à succès puisque c'est une série qui a remporté un grand succès. C'est même la série Netflix la plus populaire de tous les temps puisqu'elle a dépassé Mercredi et Stranger Things. Donc on est quand même, Wow. c'est pas rien du tout. Je rappelle donc le principe de l'émission. On ne sait pas du tout ce qu'on a les uns et les autres pensé du show. On ne sait même pas si on a aimé ou pas. C'est vous dire si on a vraiment été, fait tout notre possible pour pas nous divulgacher la surprise de l'émission. Donc dans une première partie de l'émission, on va essayer de pas vous divulgacher aussi l'intrigue, etc. Même si forcément One Piece vous connaissez. Donc on n'aura pas beaucoup de choses à spoiler. En tout cas, voilà, il y aura des différences effectivement avec le manga et l'anime. On en reparlera dans une deuxième partie qui sera une partie spoiler. D'ailleurs, ça se trouve, vous avez déjà vu la série, on n'a rien à vous divulgacher. Mais avant toute chose, et comme chaque émission, on va commencer par se présenter. Greg, Ah qui es-tu? D'où oui, viens-tu? moi je viens du fin fond de l'espace. Non, je suis Greg, je suis illustrateur, j'ai fait cette bande dessinée, là je suis sur le tome 2, Cléo Super Sirène. Et puis je fais également de la caricature en événementiel. Très bien, Romuald, qui est avec nous, un Et habitué. oui, ma spécialité est plutôt la bande dessinée française et le comics américain. Et actuellement, je suis en train de travailler justement sur un ouvrage qui parlera d'une des publications Marvel des années 80 en France. Et on sera très heureux de t'accueillir dans l'émission pour parler de De cet ton livre. ouvrage, voilà, de ton livre quand il sera disponible. Voilà. En ce qui me concerne, donc, je suis responsable de communication numérique pour une collectivité territoriale. Et puis sur une autre île de ma vie, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Je vois Greg qui rigole à chaque fois que je trouve une nouvelle accroche. Tu vois un Mais petit oui, peu mais parce que moi quelle je dis que je viens du fin imagination. fond de l'espace alors qu'on est dans un truc sur les pirates, je suis nul. Et Et je putain. dis bonsoir également à Elixio qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Elixio. Hey, Elixio, salut! Alors voilà, c'est aussi un nouvel horaire pour le Café Multiverse. Désormais, on va vous retrouver le mardi soir, plus le dimanche après-midi. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous tous les On va mardis tester ce soirs nouvel en horaire en direct. tout On cas. va tester ce nouvel horaire, effectivement, un moment, voir si ça vous convient à vous, si ça nous convient à nous également, quand même. C'est la moindre des choses. Donc, sans plus tarder, ma question d'introduction, elle va être, bon, on va commencer dans l'ordre, Greg. Toi, ton rapport à One Piece, qu'est-ce que tu connais de One Piece? Enfin, ça fait quand même 20 ans que c'est sorti, cette série. Ouais. Mon rapport à One Piece, au début des années 2000, j'étais un peu en manque de manga. Je cherchais des nouveaux titres. Il se trouve que à cette époque-là, il y a One Piece qui a commencé à être publié, si je me trompe pas. Naruto également. J'ai acheté les premiers tomes des deux et franchement, j'ai très vite décroché de One Piece. Va savoir pourquoi. Je suis pas, peut-être j'étais pas branché pirate et tout, mais en fait, la série m'aide clairement à comprendre aujourd'hui pourquoi j'ai décroché vite et je reviendrai plus tard. Voilà. Mais en tout cas, j'ai lu quelques tomes. À chaque fois, il y en a qui m'ont dit non, mais si tu continues jusqu'au tome 52, tu verras, ça va commencer à décoller de fou. Alors que moi, j'ai essayé à chaque fois de repartir de zéro, de m'investir dans les personnages et tout. Au bout de 12, 13 tomes, à chaque fois, je lâche au même endroit. Et en fait, la dernière fois, j'ai vraiment essayé parce que j'en ai récupéré quelques tomes en plus.
Eh ben, en fait, j'avais déjà lu beaucoup plus loin, genre 16-17, impossible. Impossible, je n'y arrive pas. Et l'animé, t'as Donc, déjà tenté l'animé? non, pour les mêmes raisons. Je suis pas allé voir l'animé. J'avais même essayé, moi qui ai lu tous les Naruto, j'avais essayé l'animé Naruto et franchement j'ai décroché au bout de 2 épisodes. Impossible, peut-être plus le temps aussi. Donc j'y allais. Alors c'est vrai que le fait de vouloir faire une émission là-dessus, ça m'intéressait. Et pour autant, bah, je peux quand même en dire un peu plus. Très franchement, le médium auquel j'ai le plus accroché de One Piece, et de très très loin, c'est cette série. D'accord. Et toi, Romuald, ton rapport à One Piece? Aucun. Aucun du tout, à part mon fils qui m'en parle un petit peu. Moi, j'ai décroché du manga. Alors, je suis dans les premiers lecteurs de manga. Je faisais venir du Japon à l'époque. Et j'ai décroché à peu près au milieu du cycle de Gun, quand il a fait de longues pauses. Donc, One Piece, pour moi, c'était un truc de gamin à l'époque où moi j'étais adulte. Et je lisais plus vraiment ça en manga. Donc voilà, donc j'ai regardé pour faire plaisir à mon fils. Et puis là on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai plutôt depuis fait mes devoirs, plongé dedans, et moi au contraire avec un immense plaisir. Et l'animé, Voilà. pareil, t'avais jamais tenté? L'animé, ah non, alors de toute façon je déteste les animés. Moi en général, s'il y a un manga, je lis le manga. Les animés c'est pas, voilà, c'est trop long et tout. Donc là je viens de voir les 75 premiers épisodes de l'animé, et j'ai dû lire les 6 ou 7 premiers tomes du manga. Voilà. Alors, moi, Et toi, Pierre? Ah oui. je suis un petit peu plus avancé que vous, puisque le manga, je le suivais à une époque. Je l'ai suivi assez assidûment jusqu'au volume à peu près 30. Et puis j'ai décroché, pareil que vous, à un moment donné. J'ai l'impression que ça n'avançait pas, ça patinait. Enfin, je veux dire, il y a un arc, finalement, il y a des arcs narratifs, mais l'arc principal n'en finissait pas. À la différence d'un Dragon Ball ou d'un Senseiya où il y a vraiment des arcs distincts où finalement ben, la première chose qui est recherchée, qui est le but principal du manga, il s'achève et il se passe après autre chose qui fait qu'on développe l'histoire, on développe l'univers, on développe le lore. Alors que One Piece, ben, le One Piece, personne ne sait ce que c'est. On sait même plus, à la rigueur, on se demande même est-ce qu'il est encore en train de le chercher parce que des fois il peut se passer plusieurs volumes sans qu'ils en parlent absolument. On se demande même s'ils ont vraiment encore cette motivation derrière eux, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a fait décrocher à plusieurs reprises. Donc après, j'ai quand même essayé de relire une deuxième fois. J'ai tenu jusqu'au volume 60. Et là, c'est bam, c'est pareil. Je suis retombé parce que il y avait beaucoup de choses. C'était très dense. Tu sentais bien qu'il y avait une énorme intention. Il y avait tous ces mystères autour de ce qui se passait à l'époque, parce qu'apparemment il y a eu un grand drame il y a plusieurs siècles, etc. dans One Piece. Du coup, ça, c'est jamais révélé. À chaque fois, il y a des petits bouts qui sont parsemés, mais au bout de 60 volumes, tu n'as toujours aucune réponse. Alors, je ne suis pas du tout au 100. Pour l'animé, j'ai jamais trop regardé l'animé, mais de temps en temps, il m'arrive de regarder un épisode sur Crunchyroll. Mais tu regardes un épisode tous les 3 mois, ça suffit, tu arrives à peu près à suivre l'intrigue, quoi. Il se passe tellement rien, tu as l'impression que c'est une page, voire une case par épisode, tellement vraiment c'est tiré en longueur de façon, mais c'est presque insultant, je trouve, pour les personnes qui regardent, quoi. Je sais même pas comment on peut s'infliger ça chaque semaine. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à le dire dans les commentaires. Et donc pour moi, voilà, One Piece, c'était ça, c'était vraiment le manga qui traîne en longueur et pour lequel j'avais même du mal à comprendre pour le coup l'intérêt parce que il y avait tellement peu de peu de substance dans l'intrigue que c'était des combats sans fin et voilà et ça n'avançait pas quoi. C'est intéressant ce que tu dis, Pierre, parce que ce que tu poses, en fait, c'est que dans un manga, bah, si je compare encore à Naruto, par exemple, ou Dragon Ball, le truc, c'est trouver les 7 boules de cristal, il les trouve dans le volume 2, et il passe à autre chose, c'est vrai. Naruto, il veut devenir le plus grand ninja, mais il n'y a pas je vais trouver l'artefact mythique qui va me rendre le plus grand ninja. Et c'est vrai que One Piece pose une règle simple, vous devez retrouver le One Piece, et au fond, c'est peut-être juste cette question-là qui énerve le plus, parce que si le contrat était plus simple, pour le héros, m'affranchir et avoir le droit de devenir pirate d'abord, puis devenir meilleur pirate ensuite, mais c'est vrai qu'il y a
au bout de la course, il y a le One Piece. Moi, j'ai un peu ma théorie sur ce que c'est le One Piece, mais c'est vrai que s'il se pose plus la question, c'est probablement problématique. Et toi, Romuald, ton avis sur cette intrigue qui dure depuis plus de 20 ans? Alors, moi j'ai le retour parce que je suis entouré de fanatiques de One Piece. Et après avoir fait les devoirs là, je suis allé traîner en librairie pour prendre la température des lecteurs de One Piece, qu'est-ce qu'ils y trouvaient, est-ce qu'ils avaient aimé ou pas la série animée. Donc j'ai mon meilleur ami là, qui est très très branché, il est lié en traduction directe. Mon fils, il est plutôt dans les jeux One Piece. Et eux, ils trouvent, on a longuement discuté Naruto versus One Piece. Donc pour eux, One Piece, c'est une série qui monte en puissance en permanence et qui est attachante surtout par l'univers et les personnages. Et moi, pour l'instant, c'est ça, c'est-à-dire que finalement, One Piece, je m'en moque un petit peu. Ce que j'aime, c'est, mais je parle vraiment du manga, par exemple, c'est avancer avec les personnages et découvrir un peu leurs arcs, tout ce qui se passe. Voilà. Après, moi, ça me fait toujours peur, cette série, parce qu'effectivement, la série la plus longue que j'ai dû lire, c'est Dragon Ball. On s'arrête au 42, on rattaque super longtemps après. Et déjà, sur le 42 Dragon Ball, on se posait la question de savoir si ça n'a pas un peu tiré la ligne. Donc là, voilà. On sait, on est rassuré, l'auteur a dit ce qu'était le One Piece à ses éditeurs, donc il ne mourra pas sans qu'on le sache, ce qui serait finalement le pire. Mais je ne suis pas convaincu que ça soit vraiment la question, quoi. C'est un peu comme retrouver des potes chaque semaine qui te racontent ce qu'ils ont fait, un peu de leur journée. Et moi, c'est les personnages surtout que je trouve assez attachants. Alors que Naruto, j'ai lu le premier manga, j'ai reposé, et pour l'anime, enfin les animés de toute façon en général, je trouve que ça tire un peu la ligne et ça me fatigue. Donc voilà, moi je lis le manga, je regarde pas les animes. Je sais que mes élèves regardent quasiment tous l'anime. Donc voilà, on peut dire que je suis parti froid. Je te rejoins sur un côté, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai repris d'ailleurs le manga une deuxième fois, j'ai retenté la chance, c'est que l'univers et les personnages sont hyper attachants, enfin c'est très bien fait. Mais de la même façon, moi ça m'a vraiment saoulé, je sais pas, il n'y a pas d'autre mot, de voir que finalement rien ne se résolvait, tu vois, et il y avait juste des couches de mystère qui se mettaient, et puis à un moment donné, on a envie que les personnages ils passent à autre chose quand même. Tu vois, ils grandissent et finalement on a l'impression qu'ils grandissent jamais parce qu'ils sont bloqués là-dedans. On a un Luffy qui passe de transformation en transformation, un peu à la façon d'un Sangoku, et il y a rien qui se résout. Et alors qu'on a un Sangoku, il a des enfants, il y a des antagonistes comme Vegeta qui deviennent des amis, etc. Bon, pour des raisons qui sont assez complexes par rapport à beaucoup de choses. Et dans One Piece, moi des fois, ça me semble parfois trop simple et tire en longueur, quoi. Mm. Voilà. On a un commentaire, Elixio, qui nous dit mais c'est ça la magie de One Piece, c'est plein d'aventures qui mèneront à la quête finale. Après, c'est vrai que l'animé est trop long, et lui, il a lu une 50aine de tomes. On a Cowboy Étoile qui nous dit en vrai, le One Piece, c'est pas un MacGuffin. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas finalement l'intérêt principal de la série. La série, c'est les personnages. Je vais quand même vous dire, moi, ce qui me dérange profondément, et je pense, je l'ai compris en regardant la série, parce que moi, j'ai aimé la série, j'ai aimé les personnages qui sont à peu de choses près la même chose. En tout cas, ils vivent la même chose que dans le manga. Peut-être c'est un peu raccourci. Je crois que je suis complètement, mais je pense que je dois être le seul, hein, je suis complètement hermétique au dessin de Ichiro Oda. Il y a un vrai problème pour moi chez Luffy. Je suis pas attaché au personnage parce que, alors j'ai même fait un dessin tout à l'heure. Si je partage l'écran, il est là. Si vous regardez la partie gauche, en fait, Luffy, il a toujours cette pupille au milieu, tu vois, et j'arrive pas. En fait, pour moi, même dans le dessin, il y a un côté, il y a un graphisme un peu cartoon. Peut-être les personnages sont trop caricaturaux. Attention, parce que c'est ce que j'ai lu moi comme critique sur mon propre album, donc j'ai vraiment pas de leçons à donner. Je me pose pas du tout en donneur de leçons ici, hein, voilà. Mais en tout cas, je suis pas hermétique. Je suis assez hermétique au personnage, et j'ai trouvé. Bon, est-ce qu'on en vient maintenant à la série live, parce que pour moi le vrai truc positif de la série live, c'est pour moi j'ai réussi à être investi dans les personnages parce que je les ai trouvés incarnés, vraiment incarnés. Alors, avant qu'on rentre tout de suite dans la série live, moi j'avais une autre question à vous poser. Ouais. C'est une question que je pose habituellement quand on a des adaptations comme ça. C'est est-ce que ça vous a hypé de savoir qu'il allait y avoir une adaptation de Netflix, ou bien est-ce que vous vous êtes dit, ouais, attention, encore une adaptation d'animé, etc. On avait d'ailleurs fait des émissions là-dessus.
On avait fait une émission sur Cowboy Bebop où on avait un avis vraiment très divergent, Greg et moi. Je vous invite à revoir l'émission. Greg, toi par exemple, non, on va commencer avec Romuald cette fois-ci. Romuald, toi, le fait qu'il y avait une annonce sur le One Piece. Alors, disons que moi, je fais partie des gens qui n'ont pas détesté, loin s'en faut, Death Note. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes. J'ai été très curieux de voir comment la série télévisée pouvait gérer un manga aussi fleuve. Donc, je l'ai vraiment regardé parce que ça faisait plaisir à mon fils et qu'on allait le regarder en famille. J'ai pas été. Les bandes annonces m'ont fait un petit peu peur, et c'est plus même limite une curiosité malsaine qui me faisait venir voir un peu la catastrophe annoncée. Après, quand on nous a annoncé les budgets de la série, c'est-à-dire qu'on est quasiment sur des budgets supérieurs, enfin supérieurs d'un et demi, je crois, par rapport à Game of Thrones, et le fait Ah que oui. le fait que l'auteur aussi avait fait retourner des choses. Donc, je venais voir un peu assister, on va dire, à un accident industriel. Voilà. D'accord. Et toi, Greg? C'est ce que j'imaginais aussi. Je pensais que ça pouvait être que raté. Même si, encore une fois, je me rappelle pas si on avait un avis très divergent, mais tu as raison. Je pense qu'il faut vraiment aller revoir l'émission sur Cowboy Bebop pour s'en assurer. Je trouve que le Cowboy Bebop, c'était quand même plutôt réussi dans une certaine mesure avec tout ce qu'on peut faire ou pas, parce que le live action forcément pose des soucis. Les attaques spéciales, là, on pouvait quand même s'imaginer que ça pouvait être un peu raté. Moi, je suis un peu un traumatisé des 4 Fantastiques, hein, quand même. Mister Fantastique, notamment dans le deuxième film, j'avais trouvé ça assez raté, et dans le remake encore. Bref, il y avait des choses qui étaient qui était difficile à adapter en série. Je parle même pas de l'immensité de l'océan, alors que dans certaines séries Marvel, on parlait de l'impression que les personnages étaient figés devant un fond vert. Dans Ant-Man, je trouve qu'ils se déplaçaient pas, donc j'attendais vraiment cette série au tournant, même si j'aurais très bien pu me passer de la regarder. Mais pour moi, c'est vraiment... dès que j'ai vu le premier épisode, j'étais convaincu qu'il fallait que j'allais voir la suite. Voilà. Alors moi, évidemment, j'étais comme vous, j'étais dans l'expectative, à savoir qu'est-ce qui allait se passer, une énième adaptation, et surtout, ce qui m'a semblé dès le début avec cette adaptation, et je vais pas redire ce que vous avez dit parce que moi j'ai ressenti la même chose, mais ce qui m'a semblé dès le début avec cette adaptation, au fur et à mesure que la date avançait, c'était vraiment le coup près allait-il tomber ou pas sur les adaptations d'animés. Mhm. Et c'est là, moi, là, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, où je pense que la communauté, elle a été un petit peu hypocrite sur la réception de One Piece. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un petit moment de flottement au début parce que c'est vraiment dans l'esprit du manga, c'est-à-dire c'est cartoonesque. Et c'est compliqué à regarder en série parce que ça ne ressemble à rien. Moi, je suis vraiment pas convaincu, même si les retours sont assez bons et voire dithyrambiques, euh, que ça aurait pu passer si ça n'avait pas été One Piece, si ça s'était appelé autrement, si ça n'avait pas été ces personnages, s'il n'y avait pas eu tout ça autour. Est-ce que ça aurait pu passer? Est-ce qu'on aurait autant apprécié? Est-ce que les gens auraient accroché? Est-ce qu'ils n'auraient pas dit au bout des épisodes, mais c'est débile, vous avez vu, on dirait les mecs des cosplayers, etc. J'ai vraiment le sentiment que les fans là-dessus, ils se sont regardés. D'ailleurs, j'ai senti ce moment de flottement. Je sais pas si vous l'avez ressenti ou dites-le moi dans les commentaires. Quand la série est sortie, a fallu attendre quelques heures, voire presque quelques jours avant d'avoir vraiment des avis. D'habitude, l'épisode est sorti au bout de 2 heures. Il s'est fait zigouiller sur Twitter, enfin sur X maintenant, et c'est fini. Là, il y a eu un moment de flottement. Tout le monde s'est regardé de dire on peut pas, parce que finalement, c'est exactement ce qu'ils voulaient. L'adaptation, elle était là. Il y avait les personnages qui étaient jusqu'aux cheveux verts de Zoro. Enfin, tout était là. Donc, ils avaient l'adaptation fidèle qui ressemblait trait pour trait. Et bah, en ressemblant trait pour trait, ça ressemble à ce truc-là. Ça ressemble pas à Pirates des Caraïbes, voilà, où on a quelque chose, un univers qui est riche, qui est fantastique, mais qui a quand même un petit peu de plausible. Et du coup, bah, les fans se sont dit, mais on peut pas critiquer ça, parce que si on critique ça, bah, finalement, on va nous dire, vous êtes des cons, parce que c'est ce que vous vouliez absolument, bah, vous l'avez maintenant, et si on critique ça, on n'en aura pas d'autres. Donc finalement, les gens se sont dit, bon, bah allez, finalement, c'est pas mal, on va dire que c'est bien, on va même dire que c'est très bien, et puis hop, on en veut d'autres, quoi.
parce que je suis désolé, et je vous invite à nouveau à regarder l'émission qu'on a fait sur Cowboy Bebop, ou à écouter le podcast si vous préférez. Mais c'est pareil, Cowboy Bebop, finalement, c'était la même chose. C'était un univers qui avait du mal à passer en série parce que c'était un univers riche, coloré, etc. Alors après, il y avait d'autres choses sur le scénario qu'on pouvait critiquer également, mais pour moi, c'était du même acabit. L'adaptation était pareille, donc moi j'ai du mal à comprendre qu'on ait descendu en flamme Cowboy Bebop d'un côté et que de l'autre côté on dise bah One Piece c'est génial. Là, je pense qu'il y a une petite hypocrisie des fans, même si, je le dis, redis, je l'ai dit au début, je pense que ça reste une série très divertissante et que j'ai passé un bon moment avec les 8 épisodes. Ça me pose une vraie question ce que tu dis, et je me demande tout de même s'il n'y a pas un peu un choc de génération. One Piece, c'est quand même une œuvre récente qui est toujours en cours de publication et en cours d'adaptation animée. Bon, ça remonte maintenant, hein, et je dis ça se trouve, ça fait 20 ans que ça dure, j'en sais rien. Oui, ça fait 20 ans. Ce que je veux dire, c'est que Cowboy Bebop, ça me semble un peu plus lointain, et je me demande s'il n'y a pas un petit peu... la fanbase Cowboy Bebop, c'est peut-être pas la même génération que ceux qui lisent One Piece actuellement. Peut-être plus limité. Et ceux qui se sont plaints de Cowboy Bebop, tu vois, ils me font un peu penser aux fans de Star Wars aussi. Très difficile à contenter, qui se posent un peu en gardien du temple en disant oui, mais touchez pas, c'est pas ça mon kiff à moi d'enfance. Vous n'arrivez pas à retranscrire ce que j'ai voulu. Alors c'est là que je te rejoins pas forcément sur l'hypocrisie, dans le sens où c'est peut-être pas tout à fait la même cible. Ceux qui ont apprécié One Piece là, je me pose vraiment des questions, hein. Parce que j'arrive pas à comprendre le ciblage de cette série. Est-ce que vraiment cette série elle est destinée à ceux qui aiment déjà One Piece, tu vois, ou plutôt est-ce que c'est à nouveau une manière de faire rentrer un public plus série, tu vois, même si encore une fois il y a l'aspect cartoonesque effectivement avec des personnages qui ont notamment je pense à celui qui a la hache à la place des bras, tu vois, effectivement ça fait très cosplay, on se demande presque ça marche pas. Pour autant, je suis pas l'impression personnellement d'être indulgent vis-à-vis de la série. Je pense que elle est sincère. C'est déjà ce que j'avais dit sur Cowboy Bebop, je pense. Elle est sincère. Probablement, elle est plus suivi, et je pense alors, notamment pour comparer au film Senseiya par exemple, hein, avec Mackenyu. Vous pouvez retourner voir l'émission qu'on a fait à ce sujet avec Romuald. Voilà. J'ai eu ce moment, tu vois, quand j'ai reconnu Mackenyu là, j'ai dit mais oh c'est le mec, j'ai dit à mon fils, c'est le mec qui joue Seiya en fait, et je me dis mais en fait c'était l'erreur de casting dans Senseiya parce que le caractère n'allait pas du tout, et là on n'était même plus dans l'adaptation dans Senseiya, c'est-à-dire que là on est dans une adaptation en live, mais conforme au cahier des charges, quoi. Ils n'ont pas adapté, ils n'ont pas pris de raccourcis, ils n'ont pas rajouté des trucs... Ouais, non, je veux dire, Romuald, ils n'ont pas pris de raccourcis dans le sens où ils n'ont pas eu de stratégie d'évitement. Les bateaux ont la même tronche, les téléphones absurdes d'escargots ont la même tronche, les personnages, on sent qu'ils ont été castés pour ressembler et pas pour plaire à un public de films d'action ou au public de Pirates des Caraïbes, par exemple. Ils ont... Voilà, c'est ça que je veux dire. Ils n'ont pas évité... de faire One Piece. Ils ont vraiment adapté avec peut-être le caractère un petit peu cosplay, effectivement. Toi, Romuald, ta sensation? Alors, parce que je vais quand même donner mon avis, que je n'ai pas donné, je garde un petit peu. Mon avis est partagé par ma femme, c'est que nous, on a vraiment adoré la série. Mais adoré. Je pense que la série, elle fait des petites allusions à ceux qui lisent le manga, parce qu'ils ont après lu le manga et vu. Je pense que la série, elle va au-delà du manga. Elle est encore plus cartoon, plus délirante que le manga. Ne serait-ce, c'est-à-dire qu'ils sont allés à fond les ballons, tout en étant extrêmement fidèles, je trouve, à l'essence des personnages, à l'histoire des personnages, en mélangeant différentes histoires. On en parlera après, mais ils ramènent un personnage beaucoup plus tôt et en gardant une grande richesse. Et je sais qu'à la fin de chaque épisode, on avait quand même vraiment envie de savoir ce qui allait se passer après. Et partons simplement sur quelque chose de simple comme Baggy Clown. Je veux dire, c'était le personnage le plus casse-gueule par excellence. Parce que forcément, on va penser au Joker derrière. Et son pouvoir, tout ça, est quand même incroyablement fait. Et là où je te rejoins, Greg, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a un personnage élastique qui utilise vraiment des pouvoirs élastiques. Les effets visuels sont incroyables. Il y a des décors.
les bateaux sont les mêmes, mais en fait, ils sont même mieux parce qu'ils sont plus grands, ils ont des têtes plus poussées, ils sont plus fous que ceux du manga. Finalement, le manga, pour moi, c'est un petit peu, je vais me faire tuer par tout le monde, mais c'est un peu un ado qui est en train de développer son univers. Là, pour moi, j'ai un auteur abouti et j'ai l'impression d'avoir une espèce de concentré de One Piece qui est, si je devais refaire la série depuis le début, qu'est-ce que je ferais pour aller plus vite? On a ça sur la série animée Invincible aussi. Et donc, je trouve qu'en 8 épisodes, moi j'avais peur justement que ça soit extrêmement lent, je trouve qu'on va vite et qu'on laisse beaucoup de bases, même si finalement on va être à l'épisode 48, je crois, de l'anime, et puis on doit être au tome 4, un truc comme ça. Donc l'univers n'a été qu'effleuré finalement. Mais je sais qu'il y a d'allusions au manga, il y a des trucs qui sont donnés que dans le manga, et si ne serait-ce que la petite petit truc qui tourne sur le chapeau d'un des personnages, c'est jamais expliqué vraiment dans la série, mais c'est là. Donc il y a aussi un immense respect, je trouve, pour les fans de la série, mais je trouve qu'elle est très grand public. Ma femme qui connaissait pas du tout, je connaissais pas, donc on aurait pu directement ne pas être pris dedans. Et je trouve que c'est généreux, je trouve que c'est vraiment joué, que les personnages ils sont à fond dans leur rôle, et qu'on est à fond les ballons dans le côté délire de la série, quoi. Et ça fait du bien. Et puis c'est beau, il y a la musique est géniale, enfin, etc., quoi. Moi, je pense on arrive à avoir une telle maturité dans l'œuvre. C'est probablement parce que l'auteur était très impliqué finalement. Comme tu l'as dit, il a fait faire retourner des scènes. Et finalement, c'est là que ça se sent parce que le côté cartoonesque, il est beaucoup plus présent dans les derniers volumes, dans les derniers épisodes. Et là, finalement, on le retrouve dès le début de la série, en tout cas dès le début de cette version de la série, une version live. Parce que l'auteur, je pense que ça fait 20-25 ans qu'il a cette œuvre-là qui lui tourne entre les doigts dans la tête, etc. Donc il sait exactement maintenant où est-ce qu'il va. Là, il est au bout de la ligne, la ligne d'arrivée à quelques mètres. Donc il sait maintenant exactement comment ça va se terminer. Et donc il insuffle dès maintenant dans cette série le souffle qui se veut être le juste souffle de la série. Donc et là, pour moi, ça se sent énormément, quoi. Surtout dans Luffy, je trouve Luffy est plus Luffy dans la série qu'au début du manga. Notamment le côté touche pas mes amis, son côté solaire, rayonnant, ce qui fait que tout le monde se rallie à lui. Il est bien plus présent dans la série qu'au manga. On a en commentaire Elixio qui dit: je pense que l'idée principale était de faire entrer de nouveaux fans dans l'univers One Piece, mais il est certain que ce sont en grande partie des fans connaissant déjà One Piece. Je pense qu'il y a les deux, et moi j'y vois une vraie conquête du monde en fait, hein. C'est-à-dire que le manga a ses limites, il touche un certain public, l'animé encore plus, touche un plus grand public encore, et là la série en plus Netflix, hein, c'est vraiment mondial. Moi ça m'intéresse vraiment de voir. Et Anne-Claire par contre dit: est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet, vu que tout a été mal adapté jusque-là, tout le monde s'attendait à un échec, et comme ils s'en sortent honorablement, elle passe pour super. Je sais pas, j'arrive pas est-ce que vous y arrivez à vous mettre dans le postulat du imaginons que cette série débarque adaptée de rien. Qu'est-ce que vous penseriez de cette série? Est-ce que vous trouveriez ça complètement débile ou crédible comme univers? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, est-ce que ça passe parce que c'est adapté d'un manga cartoonesque, ou bien est-ce que ça passerait tout seul en solo, quoi? Mais regarde, moi j'ai bien regardé sans connaître le manga. Ouais. C'est-à-dire typiquement, je suis venu parce que c'était One Piece, j'étais curieux, mais je ne savais rien du manga, je connaissais même pas les pouvoirs de Luffy. Je savais juste que c'est une histoire de pirate, je ne savais même pas qu'il était élastique. D'accord. Donc autant te dire, je me suis pris ça dans la tête. À un moment, je me suis dit, mais mon Dieu, où je suis tombé. Mais je suis rentré à fond. Ah non, mais je connaissais absolument rien, ni les arcs, ni les trahisons, ni les rebondissements. Je me suis dit, pouvoir le finon. C'est mon fils des fois qui m'expliquait des trucs ou qui me disait, tu vas voir ça. Donc j'ai dit, hey, pas de spoil. Mais je connaissais pas du tout l'histoire des fruits du démon. Enfin, pour moi, c'est une bande de pirates qui cherchaient un trésor, point barre. J'étais au courant d'absolument aucun élément du manga. Et ma femme encore plus, hein. Elle n'aurait même pas su que c'était un manga, tu vois, donc si on lui avait pas dit. C'est-à-dire que pour nous, ça a été un peu le Pirate des Caraïbes moderne en série, quoi. En plus, la musique nous a vachement pensé à ça, et on a retrouvé un esprit qu'on avait perdu depuis longtemps, donc je pense qu'on a été touchés en étant peut-être le public qui ciblait, c'est-à-dire les gens qui ont entendu parler de One Piece un petit peu, mais qui n'avaient aucune idée de quoi ça parlait. Et qui liraient ni le manga, ni regarderaient l'anime, à part s'ils avaient une émission à faire, quoi. Mais c'est vrai que, comme disait Greg tout à l'heure, par rapport à celui qui a des haches à la place des mains, il y a quand même des choses, tu vois, tu te dis, quand tu prends du recul, et alors nous, forcément, on prend du recul parce qu'on sait que derrière, qu'on a l'émission, etc. Donc c'est encore différent, on a une approche de la série qui est peut-être encore différente. Mais
c'est difficile de se dire, mais les gens, ils vont pas comprendre ça, ils vont pas adhérer. On est tellement des fois dans le premier degré que comment est-ce qu'ils vont pouvoir accrocher à ça, apprécier? Parce que moi, ça me semblait. Enfin, je veux dire, quand on voit Mio qui arrive avec sa petite moustache comme ça et son épée, voilà, immaniable. Magnifique. Mais il est Moi, magnifique. j'ai trouvé ça super parce que au bout de 2 épisodes, je me suis laissé aller en fait. J'ai lâché prise. Je pense que si Marie avait pu faire l'émission avec nous, elle nous aurait dit bah, peut-être que c'est ce qu'il fallait faire, à lâcher prise. J'ai lâché prise et là, je me suis mis vraiment à apprécier, je pense, pleinement la série, mais parce que je me suis dit allez, on s'en fout, c'est un divertissement. Mais c'est Ah vrai qu'il y a oui. des fois, j'ai trouvé que c'était carton et d'autres fois, j'ai trouvé que c'était génialissime, je peux le dire. Il y a la scène, je veux pas, c'est pas une scène de spoiler, mais la scène où on a Sanji qui arrive et qui les voit pour la première fois et qui fait des réflexions à Nami. J'ai trouvé que c'était super bien réécrit et surtout ils ont réussi à faire de lui un personnage qui est, ils ont transformé un obsédé, voilà, on va le dire comme ça, à un charmeur, tu vois. C'est pas du tout la même approche. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien, enfin vraiment très malin et que ça passait. La pilule, elle passait là. Alors qu'il y avait des choses encore sur lesquelles, à mon avis, il y a des micro-réglages à faire parce qu'elles sont encore trop héritées du manga, héritées de l'animé. Ils n'arrivent pas encore assez à se décrocher pour pouvoir prendre vraiment pleinement la dimension. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, mais la couleur des cheveux de Zoro, je pense pas que c'était nécessaire qu'il soit vert. Peut-être que s'ils avaient fait ce genre d'économie, on ne leur en aurait pas voulu. Voilà. Ah, les couleurs des cheveux, de toute façon, puis ils sont allés à fond. Hein, je veux dire, là, c'est. On s'en plaignait dans Senseiya, ça jouait pas. Là, ils sont allés à fond les ballons. Mais Excellente c'est ce Et que signature, voilà. j'arrête pas Senseiya. d'y penser. Excuse-moi, j'interromps un peu, mais j'arrête pas d'y penser. Je me dis, excuse-moi, mais ils auraient fait Senseiya avec pas une espèce d'arène futuriste, mais vraiment l'arène à Athènes avec un gamin qui est avec un mec Ouais. géant en face, avec une crête, et qui lui aurait dit tu peux pas être plus fort que moi, qui aurait bloqué un point géant comme ça en disant t'as déjà ressenti le cosmos. Je suis désolé, Ah oui, c'est ils sûr. ont enlevé tous les éléments intéressants, ne serait-ce qu'un météore de Pégase. Je sais pas, bossez ça quoi, faites un vrai météore de Pégase. Là, c'est pas fait. Et là, je me dis, au contraire, moi, même jusqu'aux cheveux verts, je pense qu'il fallait tout mettre. Et je crois que c'est ça qui fait que c'est, quand je dis sincère, c'est ça aussi. C'est une vraie. C'est plus qu'une adaptation, quoi. C'est la version tournée avec des acteurs. Peut-être même la version que personne n'aura la ref, mais que les Bitoman auraient fait, quoi. Tu vois, les gars qu'on voyait qui se tournaient au caméscope, là, c'est ça, en fait. Les noobs, je pense aux noobs, par exemple, c'est ce truc on joue à fond le truc, quoi. Voilà, on tourne en live, mais on tourne vraiment ce qu'on a dit qu'on tournerait, quoi. C'est une Et pour... déclaration d'amour. Vas-y. Ouais. Non, mais c'est une déclaration d'amour. C'est-à-dire que je pense pas que les gens qui ont fait la série ne connaissaient pas. C'est-à-dire qu'ils aiment la série, ils l'apprécient. C'est fait par des gens qui voulaient rendre hommage à la série. Ou alors vraiment, les gars, ils sont très forts pour être des mercenaires. Il faut y aller à fond. Hein. Mais Et pourtant, Greg, tu dis, ils ont été jusqu'aux cheveux verts. En même temps, si tu regardes les personnages, ils sont pas géants. Ils sont pas géants comme dans le manga ou l'animé, tu vois. Oui, c'est vrai. Ils ont des carrures normales. Et ça, Oui, du coup, il y a une dissonance entre je ceux pense que qu'ils ça ont manque. menés Oui, jusqu'au bout et des choses oui. sur lesquelles ils sont retenus. Et moi, des fois, c'est cet équilibre qui me gêne. Alors là, mais je pinaille en disant ça. Ouais, Franchement, il je n'y ouais. a pas le nez pinaille. du sapin non Parce plus si tu vas que, par là. oui, voilà. Voilà. Oui. Encore Il y a que des choses qui ont été peut-être. le casting est super réussi. D'ailleurs, Oui. 2-3 mots sur le casting avant qu'on passe à la partie spoiler. Je sais même pas si ça vaut le coup. Parce que là, on est en train de tout spoiler. Mm. Le casting. Bah, Voilà. Les géants. ils sont Ouais. formidables. Ils sont formidables. Vas-y, Greg. Ouais. Peut-être, allez, moi, si je devais vraiment avoir un bémol, c'est Peter Gadio qui joue Shanks le Roux, qui est censé avoir un charisme de fou. Là, je l'ai pas trouvé ultra charismatique. Bah, bon, je sais pas si je suis. Ouais, encore que Shanks, au Si. tout début de la série, Shanks, il est pas aussi charismatique que ça. Oui, mais alors On j'attends sait... de voir, parce que lui, je sais pas s'il a le potentiel pour démontrer du charisme. Tu vois, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir le pecno du coin, vraiment qui va avoir le beau gosse un peu, mais. Il y a la scène du monstre qui est Ouais, réussie, ouais. je trouve. Oui. Ouais, C'est je là sais que je pas, me suis dit, ça marche.
La mise en scène marche, mais ouais, bon, bref. Voilà. Mais par contre, moi, Mais je suis c'est d'accord avec toi. Iñaki Godoy, l'acteur qui joue, si tu veux montrer le casting un peu, Pierre, celui qui joue Monkey D. Luffy. Je crois que j'ai vu passer la rencontre entre l'acteur et Ichiro Oda, qu'il a pris dans ses bras et qu'il a dit mais il y avait que toi pour le jouer. Je suis complètement d'accord. Il est tellement parfait et il a réussi moi à me procurer des émotions. Bon, j'en reparlerai dans la partie spoiler puisqu'on en raconte trop, mais il y a vraiment une scène. Je ne m'y attendais pas. J'ai vraiment eu une larme qui a coulé, tu vois, dire de la vraie émotion, quoi, le moment, et vraiment, je m'y attendais pas. Et là, je te Il y a des scènes. Bon, Vas-y. Non, mais justement, on en parle après dans les spoilers, mais il y a des scènes qui, dans la série, fonctionnent bien plus fort grâce à lui que dans le manga ou dans l'anime. Des moments où il a des cris de ralliement, des choses, c'est incroyable quand même. Non, mais complètement. Moi, tout c'est pareil. Il y a des scènes, on en va en parler dans la partie spoiler évidemment, mais où ma femme qui a regardé du coin de l'œil, ben, elle a eu sa larme avec moi, enfin, au même moment, parce que c'est une scène qui est tellement forte, elle est tellement bien retranscrite. Et effectivement, cet acteur, Inaki Godoy, il est capable de jouer à la fois le Luffy loufoque et à la fois le Luffy rageux, sérieux, qui veut pas qu'on touche à ses copains. Et rien que pour ça, c'est chapeau bas, c'est chapeau de paille même là. Franchement, il est le chapeau de paille, clairement. Avant qu'on passe à la partie spoiler, je tiens à dire que les commentaires ont continué de filer. Il y a Elixio qui nous a dit que lui, il connaissait l'adaptation animée et qu'il avait entendu dans la BO et dans des choses comme ça pas mal d'easter eggs qu'il pourra un peu détailler. Anker propose ça. Et puis, il nous dit évidemment que c'est nécessaire, les cheveux verts de Zoro. Pardon, mais je vois mal une adaptation de One Piece avec Zoro brun. Je ne comprends pas. Oui, mais en même temps, il dit bien que les sourcils de Sanji n'étaient pas en spirale, tu vois. Donc tu vois, il y a des choses. Et Zoro n'a pas sa ceinture. Il y a des choses qu'ils ont jugé que ça passe et d'autres, bon, bah, ça passe pas. Bon, bah, après, pourquoi pas, hein, mais. Est-ce que les choix sont mauvais? Pardon? Est-ce que leurs choix sont mauvais? Finalement, je trouve que ce qu'ils ont gardé, ça marche bien. Je pense. Ils ont gardé. Moi, je suis d'accord. En fait, je sais pas si ça aurait été bien fait. C'est ça, c'est toujours ça le problème. Là, il y en a pas mal qui ont critiqué aussi les hommes poissons. On a sans doute. C'est vrai que j'aurais presque aimé qu'on en soit au niveau des effets spéciaux à l'étape d'après. Je pense par exemple au Hulk ultra réussi dans les Avengers. Si on avait eu des masses de muscles, tu vois, il y en a un moment donné, il y a un personnage qui est ultra secondaire, Elixio, tu peux me dire comment il s'appelle, un mec qui a un canon comme ça au-dessus de l'épaule. C'est vrai que t'as un mec un peu baraque qui arrive, alors que dans le manga, c'est censé être une masse. Ils sont tous censés être des masses. Le moment où non, je peux pas en parler, c'est trop tôt. Mais voilà, il y a des personnages, on s'attend effectivement à ce que ce soit des géants. C'est pas le cas. Après, voilà, c'est encore une fois. Je pense à Thanos par exemple, ils auraient pu faire des mecs taillés comme Thanos tout simplement, mais en même temps on a un casting d'acteurs qui a l'air de prendre un vrai plaisir, et ça moi j'y suis de plus en plus sensible. Après tout, quand on regarde une série, je suis aussi heureux de voir quand il y a des acteurs qui s'amusent avant tout, et je crois que c'est le cas. Donc tant qu'à faire, si ça peut être un acteur on-set avec juste un costume et pas un truc tout en image de synthèse, pourquoi pas. Et on en reparlera, mais Garp, par exemple, il est quand même très éloigné du manga. Ouais. Et tu vois, enfin, moi, ce que j'en ai vu pour l'instant, il est quand même un peu plus ridicule, un peu plus déguisé dans le manga. C'est ça. Et ça passe bien. Ils lui ont mis une petite cagoule à un moment donné de toutou, mais voilà. Mais à côté de ça, tu as certains qui ont des oreilles de souris, des moustaches, et ça passe très bien. Ouais. Et c'est un petit peu ça ma conclusion, je pense que c'est la vôtre aussi, c'est que finalement, vous l'avez dit, c'est sincère, c'est fait avec sincérité, il y a des réglages à faire, probablement à la marge, mais l'intention est là, et finalement, les fans voulaient ça, voulaient une adaptation la plus pure et la plus proche possible. Le contrat est rempli, ce sera difficile. Enfin, c'est devenu la référence pour le coup maintenant. Maintenant, vous nous faites une adaptation, on veut du One Piece. Oui, mais attention, l'adaptation One Piece, c'est ce qui nous a coûté le plus cher chez Netflix. Alors, est-ce que tout le monde c'est voudra pas ce qui s'y va risquer? rapporter des choses? Ça, Est-ce que ça, c'est c'est pas une ce autre qui va histoire. rapporter? Voilà, c'est ça la question maintenant.
Bon, Voilà. après, ils augmentent encore leurs tarifs Netflix, donc c'est embêtant, mais... Je pense que la série montre aussi qu'une série doit être ambitieuse, Ouais. doit avoir des moyens, Ouais. qu'elle doit être écrite et qu'elle doit être jouée. Et j'envoie un petit message alors chez DC aussi, mais chez Marvel. C'est-à-dire que là, tu vois quand même ce que c'est que d'avoir de l'ambition sur une série. C'est ça, on a fini la saison 2 sur Nick Fury, pas Nick Fury, mais aidez-moi. Secret Invasion, ouais. Secret Invasion. Voilà, je pense que là, effectivement, tout est dit pour moi. Et puis surtout, il faut que l'auteur n'est pas, enfin, soit associé entièrement, pleinement, et pas seulement une validation morale du genre, oui, on lui a fait regarder 2-3 rushs, c'est bon, ça passe, quoi. Et sans transition, on passe à la partie spoiler. Bon, à quel moment vous n'avez pas pleuré plutôt? J'ai pas pleuré souvent, hein. Moi, j'ai surtout pleuré dans la scène où Nami demande enfin à l'aide, quoi, où elle ravale sa fierté après s'être fait complètement rouler dessus, et elle dit aide-moi, mais je m'attendais pas du tout. Pourtant, je la connaissais cette scène, je l'avais un petit peu oubliée, mais j'avais pas été autant ému dans toutes les versions. Et il y en a qui ont fait une comparaison en disant regardez comme c'est moche la série. Je suis pas du tout d'accord. Ah non, ça torche cette scène. Je trouve que c'est la version la plus réussie, quoi. Et surtout que le film, puisqu'on est spoil, là, il est comme très on touche pas à mes amis, tout ça, ce qui est pas du tout le cas au début du manga. Là, il est beaucoup plus. Et la scène où il dit bien sûr Nami, c'est, pour avoir vu toutes les versions, là, mais t'es emporté dans le flot par rapport à ça. Mais il y a d'autres scènes comme ça. Il y a beaucoup de scènes d'émotion. Il y a des morts qui sont d'une violence rare. Il y a des moments de tendresse. Tout le truc avec Usopp et tout ça est quand même très prenant. Je vais me trouver que, toi, je trouve que les méchants du manga sont des fois plus ridicules que ceux de la série. Oui, c'est vrai. Et moi, chaque épisode m'a fait tomber des larmes sur des trucs quand même. Facilement, il paraît. Mais, moi, une de mes scènes préférées du manga, que j'ai retrouvée d'ailleurs aussi dans l'animé et du coup dans la série, c'est la relation entre Sanji et son et puis son maître. Enfin voilà, faut pas dire autrement. Qui est différente dans la série, un petit peu différente. Oui, mais il y a la même émotion. C'est ça qui est formidable, c'est qu'ils ont réussi à retranscrire la même complicité et la façon dont ils se parlent. Et quand tu vois les personnages des débuts, tu te dis mais pourquoi est-ce qu'ils s'insultent comme ça tous les deux comme du poisson pourri? Et en fait, quand tu vois cette relation jusqu'où elle va et quand il monte sur le bateau, Sanji, et que tu lui dis au revoir, mais là. Est-ce que c'est pas plus fort que dans le manga même? C'est bien plus fort. Pour moi, c'était bien plus fort. Parce que Et son sacrifice est plus fort dans la série. Puisque dans le manga, il est en fait blessé, il se coupe la jambe pour se libérer. Là, il va s'auto-manger pour permettre à l'autre de survivre. Oui. Ah, je crois que c'était déjà ça dans le manga. Il me semblait que dans le manga, je sais plus. Ça fait en fait, il se coupe la jambe pour sortir, et c'est jamais clairement dit qu'il s'est mangé la jambe. On peut peut-être en déduire, mais la jambe, il est bloqué à un moment dans l'épave du bateau, et il se coupe la jambe, on comprend qu'il s'est coupé la jambe. Et après, Sanji, il revoit la scène. Parce que je peux dire que là, je suis pas expert, vu que j'ai revu, après avoir vu la série, je me suis dit, voilà. Et les adieux, d'ailleurs, sont pas du tout les mêmes, puisque c'est l'équipe du bateau qui essaie un peu de le chasser. Là, on est dans une émotion soudaine qui, je trouve, marche beaucoup plus fort. Parce que sans doute, ils avaient 8 épisodes, il y a une espèce de condensé comme ça. Même l'histoire du Usopp est beaucoup plus puissante, plus forte. Et finalement, c'est ça, et c'est dommage, on n'en a pas parlé dans la partie précédente, mais c'est ça une des forces de la série, c'est que elle est condensée finalement, et elle prend le meilleur, et là où ça traîne en longueur dans les mangas ou dans l'animé, pour des mauvaises raisons parfois, des fois parce qu'on te dit ta série elle marche, faut que tu fasses des pages en plus, des volumes en plus, faut qu'on vende, et dans l'animé parce que on n'arrive pas à rattraper le manga, donc il faut qu'on remplisse dans les épisodes, faut qu'on fasse des fillers, faut qu'on fasse qu'on mette des personnages, des scènes qui n'existent pas, et ça traîne en longueur, et j'en parlais dans la partie non spoiler, et là, au contraire, on se retrouve avec quelque chose qui est condensé, qui est fort, on voit à quel rythme on avance, et pour ceux qui connaissent en plus la série, ils se disent ça veut dire dans le prochain épisode on en est déjà là, on avance aussi vite, et puis c'est formidable parce que tu te dis la prochaine fois ça risque d'avancer aussi vite dans la saison 2 quoi.
Mm. Mm. Il y a un élément qui est très réussi, je sais plus qui en commentaire, je crois que c'est Kobe Eto'o qui dit qu'il rajoute la partie avec la marine omniprésente. Moi je trouve que c'est une adaptation, enfin c'est une chose qui est ajoutée et qui est hyper réussie, c'est cette dualité de la série où on voit une amitié naissante au début et on suit le parcours des deux et quelque part, alors j'ai oublié le nom du personnage, C'est Kobe. Kobe, oui. voilà. Kobe, il est super intéressant comme personnage et la manière dont il est traité dans la série, parce que il nous donne l'envers du décor, il nous montre aussi que tout n'est pas rose. Ça crée, comment dire, ça joue sur les notions de bien et de mal et je me suis demandé comment ils allaient faire avec un Kobe qui veut rentrer dans la marine alors que Luffy devient un pirate et on sait qu'il est pas méchant et du coup on voit que Kobe veut faire le bien, mais qu'il n'est pas forcément avec des gentils dans la marine. Et j'ai trouvé ça bien. Et je me rappelle, il me semble, hein, peut-être Elixio peut nous le dire, mais dans le manga, je crois qu'il y a des arcs qui étaient développés. Et notamment, moi, j'avais détesté le retour du clown, là, de Baggy le clown, parce qu'on le voyait comme ça dans des petites cases solo entre chapitres. Et quand il revient, je me suis dit, mais au secours, quoi. Moi, je pensais que c'était le truc, le comic relief entre chapitres. Et quand on nous le représente après comme à nouveau un ennemi important, j'ai dit j'en peux plus quoi. Mais ça a duré plusieurs chapitres. Là, je trouve qu'ils ont réussi non seulement à condenser, mais aussi à tout étaler en parallèle quoi. Voilà. On a les personnages qui évoluent en même temps. Baggy reste une raclure et le moment où il s'en va m'a fait rire en fait. Le moment où il dit rendez-moi mon corps et au fait où il se barre, j'ai trouvé ça drôle. Alors que j'avais l'impression dans le manga que on nous ramenait au forceps un personnage dont on était censé s'en être débarrassé quoi. Voilà. C'est peut-être le fait d'avoir le recul des 20 ans qui permet de savoir ce qui finalement était fondamental et ce qui permettait simplement de feuilletonner à la semaine. C'est-à-dire que là, il peut se retourner sans doute et se dire, bon, de tout ça, qu'est-ce qui est vraiment l'essence et qu'est-ce qui permet de jouer. D'ailleurs, les relations entre les personnages et les chronologies sont différentes. La façon de faire certaines scènes sont décalées et ça marche très bien. C'est pas choquant. Mais Jackson l'avait fait avec le Seigneur des Anneaux, en déplaçant des scènes, en les donnant à d'autres personnages et ça fonctionnait pas mal. Parce que finalement, les hommes poissons, c'est traité différemment, tout en étant aussi la même histoire. Et en étant plus violent, Nami, là, elle est carrément emprisonnée dans un endroit avec des chaînes. C'est beaucoup plus glauque dans le manga, par exemple. C'est plus glauque dans le manga, tu dis? Non, dans la série. Dans le manga, elle a une chambre à l'étage. Là, elle est quand même dans une espèce d'arène avec... je trouve la série est plus sombre. Souvent, les méchants sont plus méchants sur Netflix que dans le manga. Il y a le côté drôle, mais il y a aussi une côté cruauté qui est bien plus fort. L'histoire avec Usopp, avec le pirate qui revient pour tuer la demoiselle. Ouais. Finalement, dans le manga, ça dure, c'est sans fin, ces combats. Là, c'est de nuit, c'est violent, son pouvoir est tout de suite révélé, ça dure pas. Enfin, t'es pris dans l'émotion je trouve, des scènes, dans l'essence de chaque personnage. Et puis, vu qu'ils ont plein de choses et qu'ils ont peu d'épisodes, ils se permettent d'aller sur le meilleur de chaque partie, quoi, je trouve. Et tu parlais justement du fait que là, avec tout ce recul, il est capable de pouvoir justement donner un ton plus juste aux scènes, aux personnages, etc. D'ailleurs, le combat contre Arlong aussi est très très court comparé au manga où en fait Arlong il revient sans arrêt au bout de plusieurs chapitres. Et on se dit, est dans l'eau, voilà, il se noie. Enfin, bon, Et là, j'étais surpris que ça se passe aussi vite. Et en même temps, avec le recul, je me dis, mais ça rejoint ce que tu disais, Greg, tout à l'heure par rapport au fait qu'ils auraient pu mettre peut-être un Hulk, etc., en image de synthèse ou pas. Et finalement, non, parce qu'on est au début de la série et on sait à quel niveau de puissance ces personnages vont aller. Et on ne peut pas se permettre de mettre un homme requin de taille démesurée dès maintenant, sachant qu'ils vont avoir à affronter des ennemis encore plus colossaux bien plus tard, quoi. Et pour le coup, ils ont réduit, on va dire, la musculature de tous ces personnages pour pouvoir se dire, on regarde les gros, vraiment les très très gros pour plus tard, voilà, pour la saison 4, 5, 6, que sais-je. Avec un bémol, si je peux me permettre, c'est que par exemple Garp, quand il se bat, les personnages sont peut-être moins imposants que dans le manga, mais ils ont la même puissance. C'est-à-dire que moi, je connaissais pas du tout quand il a commencé à se battre et quand les coups
Là, on parlait aussi des adaptations. Là, les coups, les mandales, les dévissages des personnages, ça y va quand même franco. Hein. Et ça marche très très bien. Ouais. Et ce personnage que je pensais, tu vois, un peu anecdotique, voilà, quand il se bat à main nue, il dégage une vraie puissance. Alors Long, quand ils se battent, ils sont quand même à fracasser des colonnes de pierre dans un endroit qui est massif, alors que dans le manga, ils se battent dans la chambre à la fin. Dans la chambre, ils balancent les documents et tout ça, ils sont dans une pièce qui est massive, qui s'effondre à la base, et ça crée une dramaturgie, je trouve, qui permet de révéler la puissance des coups et des personnages. Mais après, ne connaissant pas, moi c'est vrai que j'ai été surpris par le niveau, par les pouvoirs et par le niveau de puissance des personnages, tu vois. Et Dieu sait que, tu vois, qu'est-ce que j'aurais aimé voir ça effectivement dans Senseiya ou même dans l'adaptation de Dragon Ball, quoi. Ouais, mais des fois, avoir un temple s'écrouler, je sais pas, moi, avoir des mecs passer au travers des colonnes, enfin, jouer le jeu à fond, quoi. Là, moi, je trouve que c'est ah, bon, c'est marrant parce qu'on voit tout de suite en commentaire Anne-Claire, de temps en temps elle lâche un commentaire, elle dit j'ai pas pleuré tout à l'heure, maintenant elle dit il y a quand même des combats qui font un peu cheap. En fait, Anne-Claire, on sent que bah, ça l'a pas passionné du tout. elle regardait du coin de l'œil, mais tant mieux, hein, il en faut effectivement. Moi, ma femme était à fond. Ouais. Et puis moi je dirais un truc en plus aussi, sauf un ou deux plans vraiment où j'ai senti l'océan sur fond vert. Je me rappelle avoir vu le making-of de Astérix chez Cléopâtre et les scènes de Drakkar où ils étaient en galère absolue, ou les quelques scènes de bateau où n'importe quel réalisateur pourra te dire tourner sur l'eau, c'est un enfer, il faut pas le faire. André Spielberg. Ouais, je dois dire que j'ai jamais douté du fait qu'ils étaient sur l'eau. Vous voyez, j'ai jamais senti le studio, à part peut-être quelques plans, encore une fois, quand ils sont dans le restaurant, où je me suis dit, tiens, on est quand même dans le lieu de tournage. Il y a quand même le moment où on voit les hommes poissons arriver par-dessous. Moi, j'ai senti l'immensité de l'océan, en fait. Hein. J'ai senti la vraie aventure. Comme dans Pirates des Caraïbes, hein, c'est vraiment hyper bien fait, on le sait. Le bateau est réussi. Hein. Mais là, on est quand même dans une série, quoi. Est-ce qu'il y a déjà eu une série où c'était si bien fichu? Je suis même pas sûr. Bateau. Non, là, c'est vraiment. Et puis, le bateau est tout pour être ridicule et on sent l'ampleur du bateau, la présence. Enfin, il monte sur la tête. Et le restaurant, il est fabuleux, le bateau poisson. Ouais, c'est rattrapé par le scénario aussi, parce que le bateau, effectivement, comme ça, il paye pas de mine, tu vois une espèce de grosse tête, mais en fait, ils arrivent ils arrivent par le fait qu'ils n'ont rien, tu vois, ils ont besoin du bateau, et en fait, par le scénario, comme ils commencent à faire une sorte de quête, comme ça, pour dire, bah, pour qu'on l'ait, il faut qu'on aille là-bas, il y a mon ami, etc. En fait, on en a envie du bateau, alors que franchement, j'aurais pas pris ce bateau-là, sans doute, dans le port. Non, mais le fil aurait pris, je pense, et encore plus avec cette tête-là et comme ça. Il y a quelque chose dans le bateau qui est voilà, même le jardin, alors qui est moins présent que dans le manga, mais les mandarines de Nami sur le bateau, c'est voilà, et même Shanji, tu vois, tout le rapport à la cuisine, à la préparation des plats, tout ça, c'est très impressionnant. La moustache du chef, on est d'accord qu'il y avait tout pour que ça soit ridicule. Ça passe. La moustache tressée, oui. Et on parlait de la réalisation, moi je trouve qu'il y a quand même un gros travail de réalisation, il y a aussi un jeu de cadrage, des fois on va resserrer sur les personnages, il y a un côté de retrouver des choses du manga, de la proximité des personnages, et d'être capable d'ouvrir les décors pour montrer qu'il y a des moyens. Oui. Mais on peut être dans l'intimité du personnage, justement parce qu'ils sont ensemble, ils jouent ensemble et que beaucoup des décors doivent être effectivement en réel. Je pense que ça aide beaucoup. Il y a quelqu'un qui faisait remarquer les grands angles, tu sais, il y a des moments en fait, quelqu'un qui prenait le plan tel quel seul et qui disait mais là franchement on utiliserait ce grand angle là pour donner l'impression qu'ils sont bourrés ou qu'ils sont drogués, tu vois. Et en fait je dois avouer que ça m'a pas du tout dérangé, même une fois qu'on me le met sous le nez, pendant le truc ça m'a pas choqué. Moi, il y avait souvent comme ça des plans de personnages où t'en avais un comme ça, un autre qui était à plusieurs mètres, mais en fait, ils étaient tous cadrés pareil. Et je trouve que autant il y a des fois des tentatives de films où ils ont essayé de faire un découpage pour faire genre comics, BD, et je trouvais toujours ça très raté, pas adapté. Autant là, je trouve que cette espèce de réalisation over the top, de tout le temps montrer tout à l'objectif, même il y a des plans où ils sont tous les quatre debout comme ça, moi je trouve que ça marche à fond, quoi. Ça me filait des frissons. Oui, clairement, oui. Ouais. Non, clairement, le grand angle, c'est une réussite. Hein. C'est un choix audacieux
parce que comme tu dis, d'habitude, bon, c'est rare qu'on voit de tels plans. Et là, ben, c'est presque la signature de la série, quoi. En tout cas, visuellement, de ce côté-là. Et il y a eu autre chose que j'ai trouvé très intéressante, et c'était un petit plaisir pour moi. C'est la musique, parce qu'au début de la série, Ah, tu te dis, bon, c'est nul parce qu'il n'y a pas la musique. Il y a quand même des thèmes récurrents dans One Piece, dans l'animé, qui sont très très forts. Alors, pour le coup, Romuald, toi, tu les as pas en tête. Mais nous, non. enfin, pour ceux qui connaissent un petit Maintenant, peu la oui. série, pour le coup, ils ont les références qui sont arrivées Ouais. assez tardivement, puisque c'est qu'à la deuxième moitié où on commence à nous donner Mhm. ces petits thèmes en fin de série. Et là, tu te dis, ah ben voilà, ça fait plaisir, tu vois. Mais il y a Mhm. quand même deux, trois BGM, moi, que j'aurais vraiment voulu entendre, enfin, qui sont typiques. Le tin, 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 tin. Enfin, celle-là, quoi, c'est aussi une signature de One Piece. Et le fait qu'on l'entende pas, ben moi, ça me chagrine quand même un petit peu. Voilà. Mais Je sais pas, sinon, quand c'est voilà. parti, mon fils était comme un fou, hein. Ah oui, bah, Quand il y a quand on eu l'a les commencé à moments, entendre. est-ce que finalement, c'est pas un moyen de te cuisiner pour te faire complètement craquer quand ça arrive? Bien sûr, oui, mais comme je dis, ça manque quand même. Il y en a, c'est des petites Mhm. touches comme ça, mais ça manque. Par exemple, je reprends sur Senseiya. Demain, on fait une adaptation de Senseiya, mais c'est quand même difficile de ne pas faire une adaptation de Senseiya sans la musique qui l'accompagne. C'est Ouais, un que je trouve personnage plus à fort part dans entière. C'est, Senseiya quand oui, même. Senseiya, Ouais. c'est encore plus emblématique que One Mhm. Piece. Mais pour le coup, voilà, il y a quand même des choses comme ça qui, Ouais, qui on est sont bien attachantes, d'accord. Ouais. comme les thèmes de Star Wars, hein, Mhm. au même titre, ou les thèmes d'Indiana Jones. Là, il y a un thème qui manque peut-être un peu. Et je terminerai Si. là-dessus parce qu'on arrive quand même un peu en fin d'émission, mais voilà. Mhm. Moi, pour moi, c'était une grosse réussite. C'était casse-gueule, voilà. Moi, j'ai apprécié. Alors, j'ai commencé l'émission avec une tirade un petit peu dure, mais elle était plus dure par rapport aux fans et par rapport au fait qu'ils ont rejeté des choses qui me semblaient d'une qualité équivalente et qui étaient peut-être un petit peu trop tirées par les cheveux. Greg, je te trouvais que ton analyse était super par rapport au fait que c'était peut-être un problème générationnel. C'est probablement très vrai. Mais en tout Mhm. cas, moi, j'ai hâte de voir la deuxième saison. Alors, plusieurs choses. Parce qu'il y a Elixio qui nous fait tout un tas de commentaires, qui nous fait un top 3 de ses moments préférés, ses déceptions. Il est déçu qu'il y ait des personnages qui aient sauté, notamment les amis d'Usopp. Je pense, moi, personnellement, que c'est partie des parties trop longues. Sur la question des musiques, de la même manière que je pense que l'intrigue a été réétalée convenablement pour avoir une sorte de montée en puissance de la série avec un final de saison. Je pense que ce que tu décris, Pierre, avec les thèmes récurrents propres aux animations, on avait envie de revoir ça, on avait envie de revoir les moments cultes. Je pense le Actarus qui court dans le couloir, je pense Seiya qui enfile son armure, tu vois. Et ben là, on n'est pas dans la même récurrence et de fait on n'a pas les thèmes qui vont revenir et je pense que là on a plus une BO de film peut-être étalé sur l'ensemble de la série. De fait, encore une fois, je n'ai pas vu l'animé, donc je peux pas juger réellement, mais je m'explique ce choix-là. Voilà, c'est comme ça que je me l'explique. Pour moi, cette série est une réussite. J'ai hâte de voir la saison 2. Quand va-t-elle arriver? Et me vient mon gros questionnement et ma grosse crainte, c'est que quand les acteurs hein, qui font encore un peu jeunes là, ils vont avoir 40 piges. Tu vois jusqu'où ça va aller? En fait, j'ai très peur qu'on se retrouve bloqué au début de One Piece dans l'adaptation série et que naturellement on sera obligé parce que on va avoir ces fameuses questions de tel acteur devient trop connu donc il pourra plus jouer donc ou il sera trop cher ou il fera du cinéma et moi c'est ça c'est la question c'est comment ils vont faire pour aller d'ailleurs il n'y a pas de bout hein, pour l'instant il n'y a pas de fin de Ah oui. manga donc j'ai peur que cette série s'arrête à un bon début, voilà. Ou alors, pour moi, il faudra qu'il tranche, comme dans Game of Thrones. Les livres sont pas écrits, mais tant pis, on fait une fin, une vraie. Et c'est là, pour moi, que je pourrais juger à la fin de vraiment si le programme était bon et approprié. C'est est-ce qu'ils vont finir quelque chose? Est-ce qu'ils vont finir cette version de One Piece? Voilà. Ce sera ma conclusion.
Ouais. Romuald. Eh bien, voilà, moi je la recommande très chaudement. Je sais que j'ai écouté pas mal de musique de l'animé, et puis je les ai en tête. Moi, j'étais un peu déçu du changement régulier des génériques. J'aimais beaucoup le premier, j'ai moins aimé les autres. Je trouve que la musique, là, elle est plus adaptée sans doute à quelque chose, elle a plus d'ampleur, elle a plus, on est plus dans l'idée des musiques des séries actuelles. Et je l'écoute avec plaisir. Au passage, on a quand même une musique différente pour chaque générique de fin dans One Piece. Je peux pas vous dire, voilà, moi je sais qu'en tant que néophyte que sans pas One Piece, j'ai vraiment beaucoup aimé la série, j'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'ils auront la même liberté. C'est le problème d'une série qui a pas de fin, c'est qu'on sait pas, voilà, et est-ce que finalement on va avoir le One Piece ou pas, voilà, on sait pas. Surtout qu'il paraît qu'il y en a encore pour 10 ans de One Piece, donc là, eux, ils vont pas tenir 10 ans. Bon, on va voir. Moi, je suis déjà content quand je passe un bon moment. J'ai vu assez de trucs pas assez bons. Donc, même si après c'est pas bon, j'ai passé un bon moment maintenant et moi ça fait ma joie pour les prochaines semaines. En plus, voilà, moi en ce moment j'ai Ahsoka, je suis heureux, donc tout va bien. Voilà. Regardez Bah, One super. Piece, aimez, n'aimez pas, faites-vous tout votre avis. Et sans transition, on passe aux recommandations de la semaine. Romuald, est-ce que tu veux commencer ce soir? Oui, avec du manga. Mon manga préféré vient d'être édité, c'est, je monte très mal, c'est Season Life, qui Alors, paraît attends. chez Panini. Seizon, Seizon, Life, L-I-F-E. C'est l'édition parfaite. C'est un manga en 3 tomes. C'est monstrueux, c'est atroce. Un père qui va, voilà, un père qui va donner fin un peu à ses jours. On retrouve sa fille qui a disparu il y a 14 ans et il va enquêter comment ça l'a tuée. Et il y a un moment énorme, oui, avec la confrontation avec son meurtrier. 3 tomes, c'est une des meilleures choses que j'ai jamais lues. Mais de très 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 loin. En plus, j'ai découvert, donc les tomes font à peu près 14 €, ils sont assez énormes, et j'avais pas vu, j'ai un petit marque-page collector à chaque fois dedans. Donc voilà, j'ai donné les miens, j'en ai acheté plein, je crois que c'est le manga que j'ai le plus offert. Mais c'est atroce, c'est très triste, c'est monstrueux comme série. Ça parle de qu'est-ce que l'horreur humaine, et j'ai adoré. D'accord. Mais si vous n'avez pas le moral, à fuir absolument. Ok. Donc, Season Life de Ouais. Nobuyuki Fukumoto et Kaiji Kawaguchi. Voilà, 2 tomes de sortie, le troisième arrive à la Chez fin. Panini Manga, voilà, à Voilà, partir de en 14 ans. Et on, 14 €. on vous mettra Non, ça alors ils disent dans à la partir de description. 14 ans, je voulais dire. Ah, 14 ans, ouais, Voilà. ouais, c'est dur. Hein. Ok. Alors, Greg, Alors, je profite que dans les commentaires, nous avons Elixio qui s'avère être Léonard, le co-réalisateur du film que j'ai tourné cet été, qui s'appelle Les vacances de Johnson. Je regrette en fait, Elixio, je suis très content que tu aies été dans les commentaires et en fait, je n'ai pas pensé à te proposer de faire l'émission avec nous, ça aurait été top, mais une prochaine fois, j'espère. Et donc, j'ai mis, si tu veux partager l'écran, Pierre, voilà, c'est un... court-métrage. Alors attends, parce que hop, je t'ai perdu, je t'ai perdu, je t'ai Ah perdu. Si tu mets mince, l'autre, si tu, j'ai le son sur l'autre côté, je t'entends plus si tu mets la vidéo en fait. Il faut que tu coupes la vidéo de l'autre côté. d'accord, est-ce que tu m'entends à nouveau? Attends, vas-y, si on partage, vas-y. Alors, est-ce que tu m'entends à nouveau ou Oui, pas? je t'entends, mais il faut pas que tu mettes Oui. le son, je pense, du côté YouTube. D'accord. Bon, c'est pas très grave, du coup, j'ai enlevé le son. On mettra le lien dans la description de toute façon. Voilà, c'est une famille qui part en vacances. Ils pensent qu'ils vont enfin pouvoir se reposer, mais tout ne se passe pas comme prévu. Voilà, il se trouve que quand je pars en vacances, je pose mes crayons, je pose ma tablette graphique pour sortir mon caméscope. Je suis très fier d'avoir co-réalisé ce film avec mon filleul et neveu. Et je pense qu'il y en aura d'autres, voilà. Donc si vous voulez un petit peu, pas forcément soutenir mon travail d'auteur, mais aussi aller voir ce que je fais quand je m'amuse avec une caméra, allez sur ma chaîne, Greg Deiser, sur YouTube, avec 77 abonnés. Peut-être que vous ferez partie des 100 premiers. Et donc voilà, j'ai fait 2 vidéos cet été, il y en a d'autres aussi, quelques-unes un peu humoristiques, voilà. Voilà, voilà. En ce qui me concerne, ben, c'est une actualité un petit peu moins joyeuse qui me fait Bah oui. partager cela. Alors pourquoi je vais vous faire cette recommandation? C'est parce que j'ai regardé pas mal de choses et j'ai lu pas mal de choses pendant les vacances et pour l'instant je n'ai rien trouvé à vous recommander malheureusement. J'ai été déçu par des films,
déçu par des séries, déçu par des comics, déçu par mettre des mangas, donc c'est assez compliqué pour moi de vous recommander quelque chose. J'ai vraiment, là, je fais la tournée du pire, j'ai l'impression, je n'arrive pas à en sortir. Et pour le coup, ben, c'est Buichi Terasawa qui nous a quittés cette semaine, l'auteur de Cobra. Donc forcément, mon choix se tourne vers la série Cobra, la série animée qu'on a tous connue, en tout cas notre génération qui a des quarantenaires qui a connu cette série dans les années 80. Et puis je voulais vous recommander aussi la BO qui est disponible chez Wayo Records, qui est la vraie bonne BO, pas celle qui était sortie il y a une Chez vingtaine AK d'années. Vidéo, Voilà. avec 14, avec en fait la moitié des titres, hein, Là, maintenant c'est que ça, il y maintenant a, que il y t'as a la deux vraie, j'ai disques, compris. deux Eh disques oui. avec disque 1, il y a 39 pistes, disque 2, il y a 26 pistes. Donc, il y a vraiment de quoi faire. C'est un régal. Donc, allez voir cette série, c'est vraiment Si une tu veux série qui est partager l'écran, magnifique. donc Pierre, Oui, la série est disponible sur ADN notamment. voilà. Je pense même qu'elle est sur Netflix. Et elle a pas trop mal vieilli. Franchement, je Je la pense trouve que formidable, moi, cette série. Pareil, on parlait des musiques aussi. Ils avaient tenté, je crois, fin des années 90, début 2000, des séries d'OAV. Il n'y avait pas les musiques d'origine. Ils avaient tenté de moderniser le truc. C'était ultra figé et tout. Là, on a vraiment, on le sait, hein, Cobra, il est inspiré de Belmondo. Vraiment, on a un animé avec Bébel en héros principal et niveau science-fiction, voilà, c'est le top. Voilà. voilà. De fait, je vous recommande aussi le manga parce que le manga va plus loin. En fait, Oui, l'animé comporte 31 épisodes. Ça s'arrête à peu près aux 2 tiers du manga et je trouve qu'il y a des arcs narratifs dans le manga après qui sont vraiment formidables. Et rappelle-moi, Pierre, je crois que le manga est sorti chez nos amis de Isan Manga, c'est tout à ça? fait. Oui, il est en train Voilà. de reparaître chez Isan Manga. Voilà. Voilà. Et c'est sur ce mot de la fin qu'on va se quitter tous pour cette 81e émission. Voilà, et quand même, on est à la 3e saison du Café Multiverse, on peut être fier. Je suis super fier, moi, de faire cette émission avec toi, Greg, depuis 2 ans. Moi Romuald, aussi, Romuald aussi. je suis très heureux de te compter parmi nous, parmi les réguliers de l'émission. Moi, ça me fait hyper plaisir d'avoir eu la chance de te connaître grâce à l'émission. Voilà, et j'ai toujours Merci à plaisir vous de de m'inviter. t'accueillir parmi nous. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous très prochainement. Alors là, j'ai pas les prochaines émissions en tête, mais je sais qu'on va en faire une en tout cas sur la BD Bombix. Bombix, Voilà, alors voilà. je peux en Avec parler toute parce l'équipe que il y en a 2 toute fois. l'équipe de la BD qui a annoncé ce soir d'ailleurs, qui a fait plusieurs C'est ça. publications sur Facebook pour annoncer la sortie prochaine de la Donc BD. Vincent Brujas, Alexis Santenac, Johan, oh purée, les noms m'échappent, Ronan Toulouat Yoann Guillaume. et Johan Guillot, merci. Et il y aurait même, alors Pierre, je te l'annonce du coup, il y aurait probablement leur éditeur également dans l'émission, Waouh, dans la première partie. c'est Voilà. des émissions à ne pas manquer parce qu'on passe toujours un excellent moment avec eux. Ils ont beaucoup de choses à dire et je crois que Mm. ils sont heureux de participer à cette émission. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir passé cette 81e émission notre Merci à tout le compagnie. monde dans les commentaires, à Voilà, Claire, merci. Cowboy, Alexio, tout ça, c'était trop C'est ça. chouette. On vous dit à très bientôt. Et puis voilà. Ciao, ciao. Salut! Bye!